aborder le sujet de la reconversion d'un territoire industriel et comment les transitions énergétiques et écologiques peuvent être un levier de réindustrialisation. Et pour ça, j'aurai 4 intervenants qui vont nous partager leur expérience. Donc j'appelle Monsieur Ghislain Montavon, le directeur de l'UTBM, à me rejoindre. Monsieur Sébastien Brunat, PDG de BH2M. Monsieur Jean Maillard, président de Next Engineering. Et enfin, Cécile Allman, présidente d'Isola Composite. Bonjour à tous. Alors, on a plein de questions à aborder. Merci d'être parmi nous. Alors, juste avant, je vais faire un petit clin d'œil, puisque moi, je suis venue à Belfort il y a 1 an, jour pour jour. Alors, je suis revenue entre-temps pour d'autres raisons. Il y a 1 an, jour pour jour, dans une salle pas très loin, on parlait déjà d'industrie avec le collectif Reconstruire. Je pense que certains d'entre vous avaient pu assister à cet événement. Et donc, je suis très contente qu'on puisse continuer le débat dans cette même ville sur ces sujets qui nous passionnent en prenant d'autres angles. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais peut-être commencer par Jean Maillard pour nous parler de votre expérience, en fait, du projet que vous avez lancé et comment vous êtes en arrivé à créer Next Engineering, et peut-être aussi présenter ce que c'est et comment ça se fait dans le territoire. Oui, merci. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser par avance. J'ai une méchante bronchite, donc si vous me voyez m'arrêter, je m'en excuse d'avance. Oui, pour vous parler effectivement de la genèse de Next Engineering, je vais d'abord vous parler de l'association Apsys, dont je suis cofondateur et dont le président Philippe Petit-Colin est devant moi. Next Engineering, en fait, est une émanation d'Apsys, en quelque sorte. Apsys est une association qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant, je crois, qui partait sur le principe que nous avions des compétences dans le territoire du Nord-Franche-Comté qu'on pouvait mettre à disposition de la transition énergétique. Et ce, dans des activités économiques très concrètes pour le territoire. Donc on a créé plusieurs groupes de travail sur la question. Et l'un des groupes de travail était effectivement la réflexion autour de ce qu'on appelle, enfin, de ce que le président de la République a appelé le nouveau nucléaire en février dernier à Belfort. Ce groupe de travail sur le nouveau nucléaire a donné, le fruit des réflexions a donné la création de Next Engineering qui est imminente. Là, aujourd'hui, on est en train de parler d'une création de société qui est en cours de réalisation en ce moment. Qu'est-ce qu'est Next Engineering? Alors Next ou Next, je vous laisse le choix du nom, vous avez compris le jeu de mots. Next Engineering, c'est une société d'ingénierie qui souhaite travailler sur le nouveau nucléaire à partir des compétences du Nord-Franche-Comté. La définition du nouveau nucléaire, c'était... Moi, je ne vais pas parler de l'EPR2, je vais parler plutôt des petits réacteurs nucléaires innovants. C'est en fait une exécution de la filière nucléaire sur des nouveaux objets qui vont utiliser des nouveaux réacteurs nucléaires dans une nouvelle supply chain à destination de nouveaux marchés, de nouveaux clients publics et privés. Et dans cette chaîne de valeur-là, nous, on pense qu'il y a un acteur qui est très important. C'est en quelque sorte le promoteur architecte, pour ceux qui connaissent le monde du bâtiment. Pour les experts de la filière nucléaire, on appelle ça EPC Turnkey. Et donc ces promoteurs architectes, ce sont ceux qui vont aller au droit des clients, qui vont concevoir l'objet que le client souhaite avoir pour son territoire en termes de production d'énergie et qui va mettre en musique l'ensemble des composants et des ingénieries pour arriver à l'objectif. Donc nous, on pense qu'il y a un vrai métier d'avenir dans ce secteur-là, que personne aujourd'hui n'a regardé. Et on va, au sein de Next Engineering, dans les 6 à 8 prochaines années, travailler sur ces questions-là. Et on va le faire avec un support qui est un projet de nouveau design de centrales nucléaires qu'on va porter au sein de l'appel à projet France 2030 qui s'appelle Réacteurs nucléaires innovants. Voilà, dans les grandes lignes. Merci beaucoup. Je me tourne vers Sébastien Brunat parce que vous parliez finalement de la réussite de votre projet grâce aux compétences. Vous êtes partie des compétences sur le territoire et je crois qu'au moment où on préparait la table ronde, vous avez aussi beaucoup insisté sur l'importance du capital humain dans un projet d'entreprise. Oui, tout à fait. Oui, en fait, je pense que
Nous, notre exemple, hein, c'est la société BH2M, donc ça signifie Belfort Hydro-Machine Maintenance. Donc on fait de la rénovation, reconstruction d'alternateurs. En fait, on a recréé une société suite, on va dire, à un plan social hein, sur la région. Il y en a eu un certain nombre hein, ces dernières années. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, le plus important, c'est vraiment les compétences. Donc ça a vraiment été abordé lors de la table ronde précédente. Je pense que c'est le facteur clé du succès, en tout cas de la réussite du démarrage de notre société. C'est que finalement, on est parti sans données, sans documents, sans plan, donc souvent dans une industrie avec des grands donneurs d'ordre, où on se dit c'est impossible, il faut avoir des références, etc. Et finalement, de plus en plus, je vois ces dernières années, c'est de moins en moins les références des entreprises qui comptent que finalement les gens qui sont en face pour réaliser les projets. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient une certaine aura par le passé, qui ont perdu des compétences et qui n'ont plus la même aura auprès des grands donneurs d'ordre. Et finalement, quand on arrive à mettre en face des clients une équipe avec des compétences, des expériences, eh ben on se rend compte que finalement, on arrive à outrepasser ce manque de références qu'on peut avoir, notamment quand on est une petite société ou une jeune société qui dispose du coup pas du tout de références. Et l'autre point important, je pense, ce qui a été aussi un des points qu'on a essayé de mettre en œuvre dès le début de la création de notre société, c'est d'essayer d'utiliser des références et des compétences de personnes qui étaient parties à la retraite. Donc des gens qui sont censés être plus actifs. Et donc ça, c'est aussi un point très important, c'est que ça complète les compétences d'une équipe. Ça permet aussi, dans le cadre un peu RSE hein, qui a été évoqué précédemment, ça permet de maintenir en activité des gens qui ont envie de continuer à travailler, que la société ne leur permet pas forcément, ou en tout cas les entreprises conventionnelles ne leur permettent pas, puisqu'aujourd'hui, passé un certain âge, soit on est trop cher, soit on ne s'adapte pas forcément on va dire, à la flexibilité de l'entreprise. Tous ces points-là, en fait, on voit que c'est finalement des qualités et on peut vraiment en tirer une valeur ajoutée vis-à-vis des clients. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Adelman. Alors, quand on a préparé l'entretien, je vais dire souvent cette phrase, je vais m'excuser par avance, mais vous m'avez parlé d'Isola, vous m'avez dit que c'était finalement une très vieille entreprise qui est ancrée dans le territoire, qui a vu les mutations. Alors peut-être revenir dans un premier temps sur ce qu'est l'entreprise et puis parler de cet ancrage territorial auquel vous tenez aussi, je crois. Oui, tout à fait. Alors, un profil peut-être légèrement différent par rapport à nos deux entreprises à ma droite. Donc, Isola Composite, qui est sur la commune de Delle, 5700 habitants, la plus grande commune du Sud Territoire. Donc, c'est quelque chose. Donc, 102 ans. Une histoire du Sud Territoire qui a démarré un développement industriel très, très tôt, dans le XVIIIe siècle, avec les métaux. Et cette entreprise qui a vu, qui s'est implantée lors de la deuxième révolution industrielle avec l'électricité, et donc qui est née au début du XIXe siècle avec le but de fabriquer des isolants électriques, dits électriques, depuis toujours en fait. Donc cette entreprise que certains connaissent encore sous le nom de UDD, Usine Diélectrique de Delle, pas facile à traduire en langue étrangère à l'époque, et qui a perduré pendant des années avec grand succès jusqu'aux années 70, jusqu'à 700 personnes ancrées dans ce bassin industriel. Donc une très belle histoire, une histoire familiale avec une très belle politique sociale et des très bons salaires donc, pour les plus anciens qui se rappellent de cette entreprise comme un succès local, régional du bassin industriel. Malheureusement, les crises, l'adhésion à plusieurs groupes internationaux ont modifié la donne à travers les années jusqu'à malheureusement une issue de redressement judiciaire en 2020 qui s'est transformée en plan de continuation. Donc cette belle histoire nous a amené à 41 personnes en 2020, donc un presque non-retour, on va dire, de cette entreprise. Et porter à bout de bras un plan de continuation qui est fort rare, ceci dit, et qui a permis de renaître de ces presque cendres, on va dire, l'entreprise. Une entreprise qui a de très bons produits reconnus internationalement, un process qui permet de fabriquer des choses de qualité et de renommée internationale,
et qui nous permet depuis 2 ans de porter à bout de bras cette entreprise et de redévelopper son aura au niveau international. À savoir que c'est une entreprise qui exporte 80% de son chiffre d'affaires, ce qui est également atypique en France. Donc voilà un petit peu un bel ancrage de cette entreprise au sein du Sud Territoire. Merci pour votre témoignage. Et une entreprise qui a traversé finalement les différentes mutations. Et je vais me tourner maintenant vers vous, Monsieur Montavon, donc directeur de l'UTBM. Parce qu'on a vu 3 témoignages d'acteurs du monde de l'entreprise. Et pour vous, quels sont les atouts du territoire finalement qui permettent de maintenir des entreprises et puis d'en développer de nouvelles? Alors on se rappelle tout d'abord que le Nord-Franche-Comté, mais nous le savons toutes et tous, c'est une terre d'industrie avec une longue histoire et a traversé au cours des âges plusieurs révolutions industrielles. Il y a plusieurs atouts et peut-être pour revenir sur ces atouts, revenir à des données très macroscopiques. Le secteur de l'industrie à l'échelle nationale, de la production de l'énergie, représente 16, peut-être 17% aujourd'hui de la part du PIB, qui est relativement faible, mais est responsable de plus de 45% des émissions de CO2 équivalent. Et c'est donc une absolue nécessité, à mon sens, à l'échelle nationale, de décarboner toute cette filière, peut-être pour une raison évidente. Nos concitoyens n'accepteront pas que la situation perdure et l'opinion publique, c'est peut-être la première raison, l'opinion publique en la matière, posera de très fortes pressions. Alors comment est-ce que l'on fait pour décarboner l'industrie et décarboner l'énergie? Et c'est là où nous avons de nombreux atouts, à mon sens, ici sur le Nord-Franche-Comté. D'avoir une production d'énergie décarbonée, c'est l'électronucléaire. L'énergie électronucléaire, nous avons GE Steam ici, demain EDF, nous avons Next qui est en train de se développer, des compétences sur l'hydroélectrique, c'est un premier élément. Nous avons également à décarboner d'autres manières de produire de l'énergie qui sont avec des machines tournantes, des turbines à gaz. On l'oublie peut-être trop souvent, on n'arrivera pas à équilibrer un réseau électrique uniquement avec de l'énergie nucléaire d'un côté et des énergies intermittentes de l'autre. Il faut des énergies pilotables. Et les énergies pilotables, ce sont les turbines à gaz. Donc également de pouvoir décarboner la production d'énergie, mais en utilisant ces machines, tout simplement d'avoir je mets des guillemets, la réalité un petit peu plus complexe, mais d'avoir une combustion, substituer la combustion d'énergie fossile, du gaz naturel, très, très explicitement, par de l'hydrogène. Et nous avons également ici sur le territoire, je crois, une entreprise importante qui est GE, également sur cette partie-là. Et puis sur l'autre volet, pour continuer à décarboner l'industrie, c'est de reprendre beaucoup de procédés industriels basés sur la chimie. Et la chimie impose, impose ces équations, mais il y a des grands procédés industriels. On pense à la sidérurgie, on pense à la cimenterie. On peut penser à la production d'ammoniac, on oublie souvent, mais qui est très, très émettrice en CO2. L'ammoniac est nécessaire pour fabriquer des engrais. Et sur ces grands procédés industriels et d'autres, on peut substituer les procédés actuels par d'autres réducteurs. Et l'hydrogène, là encore, est partie prenante. C'est donc d'aller vers une fabrication massive d'hydrogène. Je ne reprends pas les couleurs, partager le point de vue de Daniel Issel, mais de l'hydrogène décarboné, donc produite avec de l'électricité elle-même décarbonée. Et pour produire cet hydrogène par électrolyseur, eh bien, je crois également le territoire, et en ouvrant un tout petit peu la maille du territoire, Maxi s'installe à Fontaine, Génie s'installe à Langeois. Si on passe juste la frontière de notre grande région, mais à SPAC, John Cockerill également est en train de s'implanter, et donc d'avoir plusieurs sites, localement, de production d'électrolyseurs pour pouvoir générer donc massivement, dès lors que l'électricité est décarbonée, tout cela est lié bien entendu, de pouvoir produire massivement cet hydrogène pour de très multiples usages. Merci. Donc on voit que finalement c'est un territoire qui a beaucoup d'atouts, mais il y a peut-être aussi des défis ou des freins à relever pour réussir ce pari de la réindustrialisation et de la décarbonation qui sont intimement liés finalement.
il y a un certain nombre de défis à relever et la table ronde précédente, et c'est presque rassurant de partager les constats, mais en fait les a pour partie déjà énoncés. À mon sens, 3 défis. Un défi sur le CAPEX, sur l'investissement nécessaire. Et les investissements sont, en la matière, à mon sens, gargantuesques. Alors, il y a beaucoup de programmes, des programmes nationaux, les programmes européens. N'oublions pas les PIEC, et je crois le territoire bénéficie du PIEC. Le plan de relance, les opérateurs également, BPI, la Banque des Territoires. Peut-être, à mon sens en tout cas, si on regarde à grosse maille, nous ne sommes pas encore dans les ordres de grandeur, très certainement, des investissements qui seront nécessaires demain. Et ce n'est pas une augmentation à la marge, mais c'est peut-être des facteurs 10 auxquels il faudrait procéder. Donc d'avoir le capital. Le deuxième enjeu, à mon sens, de continuer à structurer, alors compliqué, mais à structurer la filière. Et on pense à nouveau à l'hydrogène, et peut-être pas uniquement les spécialistes de l'hydrogène, mais pour développer ce type de système, nous avons besoin d'une industrie, et nous avons encore la chance d'avoir une industrie et tout un réseau de sous-traitants, mais nous avons besoin de métalliers, de tuyauteurs, de câbleurs, etc., etc. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont ces compétences, qui sont sur ces secteurs, ne se projettent pas peut-être dans cette filière hydrogène. Et il me semble que nous tous et tous, très collectivement, devons travailler à peut-être déjà informer et peut-être accompagner également ces entreprises pour réellement structurer une filière qui est robuste. Et le troisième enjeu, et qui sera peut-être le plus grand frein à mon sens, et il a également été évoqué lors de la table ronde précédente par mon collègue Daniel Issel, c'est l'enjeu des compétences. Et les perspectives à moyen terme sont quand même, à mon sens, un peu glaçantes. Je partageais 2 chiffres sur les besoins en techniciens. À horizon 2030, on arrivera à former à peu près que la moitié, à répondre en termes de formation initiale, qu'à la moitié des besoins de la nation, un déficit de 50% annuel, je vais le dire autrement. Et sur les formations d'ingénieurs, d'ores et déjà, c'est un déficit annuel de 20%. Donc l'écart entre le nombre de personnes formées en formation initiale et les besoins estimés de la nation. Les raisons sont multiples, mais une érosion très perceptible aujourd'hui du désintérêt pour l'industrie dans notre imaginaire collectif de la société, avec peut-être des visions qui sont complètement biaisées, complètement passées, et des représentations faussées. Et au moment où on veut réindustrialiser le pays, peut discuter de l'intensité de cette réindustrialisation, mais plus cette réindustrialisation sera profonde, sera faite avec densité, plus nous aurons besoin de compétences, de personnel formé, et c'est une très grande inquiétude. Et là aussi, alors réponse peut-être à plusieurs échelles, bien sûr à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale également, ce n'est pas ce que je veux peut-être partager avec vous, à mon sens, ce n'est pas uniquement l'histoire ou l'affaire d'établissements proposant des formations. C'est beaucoup plus que cela, avec tous les acteurs, notamment les industriels, d'encourager, ouvrez les portes de vos entreprises au plus grand nombre pour montrer vraiment la réalité de l'entreprise aujourd'hui. Et puis les prescripteurs, ce que j'appelle les prescripteurs, et c'est l'école primaire, c'est le collège, c'est là où la construction, si je puis dire, se fait. Donc ce sont vraiment les 3 défis, et peut-être une fois encore le plus important à mon sens, celui des compétences. Merci. Donc on voit finalement dans tous vos témoignages que les compétences sont l'humain, en fait, et le sujet clé pour relever les défis. Peut-être, je me tourne vers vous, Madame Allemann, parce que vous êtes vous avez vécu une situation difficile, vous êtes finalement aussi en transformation. Comment vous intégrez les questions environnementales dans vos plans futurs? Et puis, est-ce que vous êtes confronté à ce sujet de difficulté à recruter ou à attirer de jeunes générations vers vos métiers? Alors, la reprise de cette entreprise centenaire imposait effectivement d'avoir la force et la vision et la volonté d'aller vers une transition environnementale et énergétique.
C'était la plus grande des difficultés de cette décision de reprendre l'entreprise, puisqu'effectivement, elle implique beaucoup de moyens et une force pour bouger une entreprise qui est solidement ancrée sur des process et des énergies qui sont là depuis bien longtemps. Donc bouger tout ça, on le savait dès le départ, était quelque chose d'inévitable et d'important. Or, évidemment, la crise qui est venue se rajouter, puisque cette reprise date d'il y a 18 mois, est venue, alors une crise difficile à appréhender, hein, multiple, et nous a amené un tourbillon qui nous a imposé de revoir notre façon d'appréhender les choses. Donc on a essayé de faire venir l'hydrogène à nous il y a 1 an, mais c'était déjà full. C'est vrai que les capacités et l'ambitieux projet sur lequel nous avions des idées étaient peut-être un peu trop précoces malgré les capacités du territoire. Mais on ne lâchera pas l'affaire et on y reviendra. Maintenant, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, la transition, on va la faire. Aujourd'hui, on en est plutôt à mettre des rustines et à utiliser au mieux possible les ressources, gaz, électricité, qui sont en notre présence. Parce qu'on ne peut pas avoir de nouvelles chaudières biomasse en si peu de temps, on ne peut pas avoir des panneaux, on peut pas... Il y a tout un tas de choses, il faut un peu de temps pour les mettre en place. Et non seulement des moyens, mais en plus du temps. Donc aujourd'hui, on en est à vraiment faire table rase sur les considérations du passé et sur l'utilisation des énergies existantes et rechecker, ressonder, faire des hypothèses d'optimisation de l'énergie, monter des parois pour éliminer une certaine dispersion de l'énergie à tort et à travers, acheter des bonnets et des gilets, je veux dire, voilà où on en est de cette transition énergétique pour cet hiver. Concrètement, il faut faire face à ce tourbillon impressionnant auxquels sont confrontées les entreprises en tout genre, hein, je veux dire petites et grosses. Nous sommes énergivores, nous fabriquons des isolants qui vont dans l'industrie de l'hydrogène. On fabrique des isolants qui vont dans les alternateurs, qui vont dans les moteurs, qui vont dans les disjoncteurs, les transformateurs, tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Malgré tout, on consomme et on n'a pas le temps de faire cette transition aussi soudainement qu'il le faudrait. Peut-être pour rebondir sur ce propos, dans un monde idéal ou pour se projeter, quels seraient les leviers et les moyens dont vous auriez besoin pour amorcer cette transition de manière peut-être plus rapide ou... De manière plus rapide, venez tous chez nous aider à mettre en place immédiatement et sans délai les solutions que l'on pressent déjà. Malheureusement, tout le monde est dans ce tourbillon, dans cet imprévu qui nous tombe dessus, plus ou moins, entre guillemets, sur cette année 2022. Donc voilà, on est très entouré, on a du support. Et je n'étais pas dirigeante avant cette reprise d'entreprise et je suis tellement agréablement surprise de l'encadrement que l'on peut avoir de la part de l'État, de la part des communautés de communes, de la part de l'ADEME, de la part des banquiers, de la part de tellement de moyens qui sont mis à la faveur des entreprises. Voilà, l'entreprise est soutenue, me semble, par bien des façons et grâce à ça, je pense qu'on arrivera à passer cette crise. Merci. Alors, il y a une question qui m'a intriguée. Jean-Méard, vous avez parlé du nouveau nucléaire. Peut-être, dans la salle, les gens savent peut-être ce que c'est, mais pour les ignares comme moi... D'accord, en 3 minutes, c'est ça? Non, alors, ouais, en 3 minutes, mais en plus, c'est pas la fin de la question. D'accord, en plus. En fait, quel est l'apport aussi du nouveau nucléaire, peut-être pour l'industrie française et l'aspect balance commerciale, parce que l'intérêt de la réindustrialisation, c'est aussi de réduire notre déficit commercial. Je sais que c'est un des leviers pour vous de réduire justement ce déficit. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Les effets de mon Doliprane sont en train de disparaître, donc je vais essayer d'être intelligent encore quelques minutes. Avant de répondre à la question, je vais rebondir sur 2 choses, sur les compétences, où on en a entendu beaucoup parler. Je pense qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où on pourrait créer Next Engineering. C'est parce qu'il y a les compétences aujourd'hui de ce territoire.
Donc clairement, nous, c'est critique. Il faut qu'on crée à Belfort, c'est critique. Alors j'aime Belfort parce que je suis originaire de Belfort, mais ce que je suis en train de dire, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est à Belfort qu'il faut créer la société. Et la deuxième des choses au niveau des compétences, c'est qu'effectivement, Sébastien a parlé des jeunes retraités. On va faire à peu près la même technique. On va aller discuter avec les jeunes retraités de la filière énergie pour aussi en retirer la substantifique moelle et permettre aux jeunes dynamiques qui vont nous rejoindre de prendre le meilleur du passé et de venir avec la fougue de l'énergie des jeunes pour aller vers le nouveau nucléaire. Donc on va essayer de faire ce mix-là aussi. Et je vais faire un petit peu de publicité. Un autre élément pour profiter des compétences du territoire, on va très très vite créer quelque chose qui va s'appeler une société civile de participation. On aimerait faire du financement participatif auprès de Next Engineering, de permettre à tous les citoyens du Nord-Franche-Comté d'investir avec nous dans la société. Et parmi eux, on espère qu'il y a des personnes qui sont compétentes de la filière énergie, qui seront nos sponsors et qui pourront nous accompagner dans la démarche et venir aussi avec leur savoir. Pour répondre à la question, ouais, moi je suis vraiment persuadé que le nouveau nucléaire peut amener quelque chose au niveau de la balance commerciale. Alors, améliorer la balance commerciale de la France, ça veut dire réindustrialiser, ça veut dire faire de la valeur ajoutée en France. Et c'est vrai que la filière nucléaire traditionnelle est plutôt une filière de bâtisseurs. C'est-à-dire que quand on va fabriquer une centrale nucléaire dans un pays étranger, on va principalement travailler dans le pays étranger à fabriquer sur place la centrale. On a évidemment des équipements qui sont fabriqués en France, on a évidemment de l'ingénierie et des licences qui sont françaises, mais c'est vrai qu'on est sur ce métier de bâtisseur et donc du coup on se projette dans le pays et on développe beaucoup de valeur ajoutée dans le pays. Pour nous, le nouveau nucléaire, alors les petits réacteurs nucléaires innovants à l'intérieur du nouveau nucléaire, on pense que ça va être des objets, en tout cas nous on va le concevoir comme ça, des objets qui vont être préfabriqués en usine et qui vont être livrés sur place. Donc il y aura toujours une valeur ajoutée dans le pays qui reçoit la technologie, mais par contre, si on préfabrique, évidemment on a plus de valeur ajoutée. Donc quelque part, alors c'est pour vous donner un ordre d'idée, on va essayer de faire une balance contraire. On parle de temps en temps pour la construction d'un EPR, on dit souvent que c'est 30% de la valeur en France et 70% dans le pays qui la reçoit. On va essayer d'intervertir ça et donc du coup d'être plutôt sur 70% en France et 30% dans le pays qui reçoit. Et ça, évidemment, les petits réacteurs nucléaires sont plus petits, donc moins coûteux. Par contre, on va en multiplier le nombre. Et on va dire qu'à chiffre d'affaires équivalent, on pense qu'on va largement contribuer à la balance commerciale du pays. Donc voilà en quoi je pense que c'est intéressant. Vous n'avez pas dit ce que c'était. J'ai pas dit ce que c'était que le nouveau nucléaire. Ouais, j'ai pas répondu à la question. Au sens de Next Engineering, alors nous on va plutôt parler de ce qu'on appelle les réacteurs nucléaires de génération 4. C'est ça qui nous intéresse, nous, c'est la génération d'après. Donc aujourd'hui, on est en train de construire les générations 3. Les promesses de la génération 4, c'est par exemple d'utiliser les déchets nucléaires des anciennes centrales comme combustible des nouvelles. Un autre exemple, c'est les déchets de ces centrales-là seront très largement moins radioactifs que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc la notion de déchets nucléaires va complètement changer. C'est la compacité des installations. Ça va nous permettre d'imaginer, de faire des choses, allez, soyons un petit peu fous, parce que c'est des choses que j'essaie de travailler depuis quelques jours et quelques semaines maintenant. Ça permettrait d'imaginer de la propulsion nucléaire civile sur les bateaux de marine marchande. Ça permet aussi d'imaginer des installations, alors si elles sont plus petites, elles resteront hautement technologiques, de faire de la production multi-usage, ce que j'appelle multi-usage. Évidemment qu'on peut faire de l'électricité avec du nucléaire, mais on imagine qu'on va pouvoir faire de l'hydrogène, de l'ammoniac, de l'eau potable et tout un tas de process industriels. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que Next Engineering, on s'intéresse plutôt à la décarbonation de l'industrie, plutôt qu'à faire de la production électrique simple. La production électrique simple, on a des équipements comme les EPR2 qui vont pouvoir le faire. Nous, on va s'intéresser plutôt à ce qu'on va pouvoir apporter aux industries en termes d'énergie au sens large, c'est-à-dire électricité, chaleur et composés tels que l'hydrogène. Finalement, ça permet de résoudre à la fois peut-être un sujet d'acceptabilité des projets nucléaires, de par la taille et toutes les polémiques qu'on voit autour de la gestion des déchets, et d'autre part d'être un levier pour réussir et la réindustrialisation et la décarbonation, en tout cas la transition écologique.
Oui, alors sur l'acceptabilité sociale, c'est un vaste sujet. On va pas, Next Engineering ne va pas résoudre la problématique tout seul, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai commencé ma carrière par fonder une start-up dans les énergies solaires, que l'énergie nucléaire n'est pas quelque chose dans lequel je baigne depuis tout petit. J'y viens justement parce qu'on a ces promesses-là, ces promesses du nouveau nucléaire qui sont d'amener l'énergie nucléaire sur d'autres aspects, on va dire. Et clairement sur l'acceptabilité sociale, alors la taille, alors on va dire que c'est la vision simpliste des choses. Si on fait un objet plus petit, il fait un peu moins peur. Par contre, on dissémine plus d'objets. Donc je ne suis pas sûr que l'acceptabilité sociale soit réglée juste avec la taille. C'est vraiment les aspects technologiques. Je disais tout à l'heure, si les déchets nucléaires sont moins dangereux, évidemment que ça va être intéressant pour tout le monde. Clairement, c'est ça qui m'intéresse moi dans ce nouveau nucléaire, hein. C'est parce qu'on peut faire ce genre de défi-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir aussi effectivement l'usage. Moi, je suis intimement convaincu. Alors, je ne peux pas trop vous dire sur la technologie qu'on va intégrer au sein du design qu'on est en train de concevoir chez Next Engineering. Il va falloir attendre encore quelques semaines qu'on puisse déflorer un peu le sujet avec un communiqué de presse. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la haute température. C'est-à-dire qu'avec l'énergie nucléaire, on va chercher à fabriquer de la très haute température, notamment pour les process industriels. Et je pense que la très haute température, c'est encore l'apanage du nucléaire, dans le décarboné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du 800, du 1000 degrés, vous utilisez des énergies fossiles pour pouvoir le faire. Utiliser des ENR pour le faire, c'est assez complexe. Imaginez une grosse sidérurgie qui aurait besoin d'énormément d'énergie. Si vous mettez des éoliennes à côté, vous aurez des centaines d'éoliennes juste pour l'usine. Donc ça a un petit côté un peu complexe à intégrer. Donc nous, on pense que le nucléaire, dans ces niches-là d'activité, on va pouvoir le développer. Donc la haute température, souvenez-vous ça. Est-ce que j'ai répondu à la question cette fois-ci? Oui, je crois. D'accord, vous ne savez pas, moi non plus. Alors en complément de ce que vous venez de mentionner, on peut citer par exemple pour des entreprises telles que nous qui n'avons pas des chaleurs très élevées, type chaleur fatale, mais on arrive à récupérer des énergies, de la chaleur, des calories, des compresseurs, de tours aéros et de réinjecter ces calories au sein des ateliers. Voilà typiquement les mesures mises en place d'urgence pour cette année, au même titre que avec l'aide de C2E, d'ailleurs le projet C2E. Alors c'est intéressant parce qu'en fait finalement vous parlez indirectement beaucoup d'innovation et je crois que l'innovation est aussi au cœur de votre projet, en tout cas l'importance d'innover en permanence et de se différencier. Tout à fait. Surtout, je pense, quand on démarre une activité, en fait, il faut arriver à pénétrer le marché et les clients. Nous, dans notre cas, c'est les grands donneurs d'ordre, donc les exploitants de centrales hydroélectriques, donc c'est EDF, CNR, et puis les équivalents en Europe, comme Iberdrola, Enel. Donc en fait, pour arriver chez ces clients-là, ils ont un panel, ils ont des fournisseurs qualifiés, etc. Donc on n'arrive pas comme ça en tapant à la porte et en disant on va faire... En fait, on vous propose la même chose que ce qu'ils font les autres, mais mieux, ok. Bon, ça, c'est assez limité. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait comme démarche, c'était de dire on va essayer d'utiliser les compétences et l'expérience qu'on a passées et essayer de voir dans quelle mesure on peut la mettre en œuvre pour proposer des solutions innovantes aux clients. Et on parle beaucoup de nouvelles capacités de production d'électricité. En fait, il y a un enjeu aussi, c'est comment on optimise les capacités actuelles. Et en fait, il y a énormément d'enjeux, notamment sur la partie hydroélectrique, ce qui me concerne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de travail à faire pour améliorer l'opérabilité des machines, donc c'est-à-dire avoir une même machine, mais on va la faire produire plus longtemps dans l'année, parce qu'on va optimiser les temps de maintenance, etc., ou utiliser des moyens qui vont réduire des maintenances. Et également, comment on améliore les performances. Dans l'hydroélectricité, et comme dans d'autres industries, les machines sont très vieilles. Dans l'hydro, les centrales hydroélectriques, il y en a certaines, les équipements ont 80, voire 100 ans. Donc clairement conçues à une époque où les capacités de conception, de calcul n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est capable de rendre ces machines plus performantes, avec des meilleurs rendements. Et donc ça, c'est le deuxième levier. Et donc typiquement, nous, on travaille sur ces deux leviers-là. Et aujourd'hui, on a déjà mis en œuvre des solutions, avec une notamment qui a un dépôt de brevet, qui nous permet de justement proposer ces types de services aux clients qui sont aujourd'hui
très demandeurs parce qu'eux aussi recherchent à optimiser leur capacité de production d'énergie. Dans le sujet de l'innovation, il y a un autre sujet auquel on pourrait penser, c'est l'intégration verticale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on maîtrise mieux les éléments de la chaîne de valeur. Est-ce que c'est un sujet auquel vous réfléchissez dans votre stratégie pour vous différencier? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on se rend compte aussi dans l'industrie en général et sur un certain nombre d'entreprises à l'international qui réussissent, c'est qu'il y a souvent une intégration verticale. Et contrairement à ce qui a été fait par le passé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à un moment donné, quand on sous-traite une grande partie de sa chaîne de valeur, on cumule des marges et à un moment donné, on n'est plus compétitif sur le marché. Donc en fait, à un moment donné, alors je ne dis pas qu'il faut tout faire, parce que je pense que ce qu'il faut savoir faire, il faut le faire très très bien et être très très bon. Mais il y a clairement dans notre stratégie de développement une recherche à essayer de gagner sur certains domaines de compétences. Et donc ça repasse au travers de l'humain, ce qu'on a passé avant. Quand on veut développer un nouveau produit ou une nouvelle idée, ou quand on a une nouvelle idée, avant des moyens matériels, avant tout, on va d'abord chercher qui c'est qui est capable de le faire et les gens qui sont capables de le faire. Et donc clairement, dans les enjeux de développement de la société, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut adresser des points qu'on n'adresse pas aujourd'hui dans la chaîne de valeur et justement aller chercher les ressources et les compétences pour être capable de les proposer en plus des activités qu'on propose aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors je vois Monsieur Montavon qui n'arrête pas de hocher de la tête depuis tout à l'heure. D'opiner, enfin oui, plutôt d'opiner, d'aller dans le sens. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris la première fois que je suis venue à Belfort, c'est que l'UTBM, c'est quand même une institution quand on vient ici, et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de territoires qui puissent se targuer que leur université soit aussi liée au tissu économique. Et quand on parle avec des entrepreneurs du territoire de Belfort, l'UTBM vient forcément un moment dans la discussion. Pour avoir fait d'autres territoires, ce n'est pas forcément le cas des autres universités. Donc, peut-être revenir sur le rôle de l'UTBM dans ces facteurs de réindustrialisation, puis peut-être tout ce que vous évoquez, les propos qui ont été tenus, parce que l'innovation, c'est aussi au cœur des réflexions et du projet de l'UTBM. Merci tout d'abord pour ces propos. C'est dans l'ADN des universités de technologie. Elles ont été créées post-68. Je ne vais pas vous refaire, rassurez-vous, toute l'histoire des UT. Mais post-68 a été pensé comme la troisième voie de l'enseignement supérieur entre les universités pluridisciplinaires et les écoles d'ingénieurs. Et en essayant de prendre cette troisième voie des éléments des deux, et créée également dans une logique d'aménagement de territoire. Et post-68, ce qui sort la troisième voie, les universités de technologie et les IUT. Donc il y a cette notion d'aménagement de territoire ou de porosité ou de capillarité avec le territoire et de ne pas être là uniquement pour former des ingénieurs, ce qui occupe beaucoup de temps, énergie et une activité, une mission très noble, mais d'aller au-delà. Donc peut-être d'expliquer en tout cas cette volonté. Un petit mot sur l'innovation, et je continuerai mon propos au travers de deux exemples. Je dis toujours aux élèves ingénieurs, le verbe innover ne se conjugue pas à l'impératif. On ne décrète pas l'innovation. On ne décide pas d'innover. C'est une alchimie un petit peu plus complexe. Et aujourd'hui, on a peut-être plus besoin d'innovatrices et d'innovateurs que de personnes pour optimiser les systèmes. Cela fait 50, 60 ans que l'on optimise. Il y a peut-être encore des marges, mais on sait que les derniers centièmes de % à les gratter, on dépense beaucoup d'énergie pour des gains qui sont très faibles. Alors, par rapport à cela et au regard de la problématique qui nous réunit ce matin, peut-être à titre illustratif, partager deux projets au sein desquels l'établissement est impliqué, mais pas seul, bien entendu, avec des partenaires. Je disais tout à l'heure, la décarbonation notamment des moyens de production d'énergie, l'électronucléaire, petit, grand, d'accord, les énergies intermittentes, photovoltaïques, éoliens, etc. Mais on n'arrivera pas à équilibrer un réseau électrique sans avoir de machines tournantes. Et donc partager un programme avec GE, mais avec d'autres industriels, McPhy, avec GRT Gaz, il faut transporter de l'hydrogène pour transformer, adapter les turbines à gaz à une combustion d'hydrogène. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines d'ingénieurs, d'enseignants-chercheurs qui travaillent, de doctorants, plusieurs thèses en cours, qui travaillent sur ce projet. Et avec l'approche d'une part globale, système,
et puis d'en faire la démonstration, c'est-à-dire d'avoir une turbine à gaz fonctionnant 100% à l'hydrogène. Alors ça renvoie à beaucoup de problématiques, mais d'essayer d'être dans cette logique-là, et puis aussi d'essayer de s'appliquer à soi-même ce que l'on promeut. Donc un autre projet, c'est le nom de code Belfort eStart. Alors cette fois-ci avec Grand Belfort, avec Enedis, avec Tandem, et de créer une communauté énergétique, parce que c'est aussi un élément pour avoir une meilleure maîtrise. Cela a été évoqué par M. Lagrange lors de la table ronde précédente. Localement, d'avoir aussi une production d'énergie. Donc Belfort eStart, donc d'avoir une production locale et d'être autoconsommateur en énergie exclusivement avec des énergies renouvelables intermittentes, principalement du photovoltaïque, plus marginalement de l'éolien et peut-être d'autres sources, le mécanique inertiel à terme. Et donc de travailler à l'échelle du Tecnam sera, lorsqu'elles sont en cours de déploiement, la plus importante. Elle ne sera pas plus importante très longtemps, mais la plus importante sur le territoire national, en produisant dans un premier temps 3 mégawatts crête d'énergie. Il faut stocker cette énergie, des solutions de stockage courte durée, longue durée par l'hydrogène, et de développer ce projet également avec trois motivations: que ce soit réplicable sur d'autres territoires, que ce soit en très bon français upscalable, comment passer de 3 mégawatts à 30 mégawatts, hein, et pour équiper le cas échéant des sites industriels. Et puis le troisième objectif, il y a beaucoup d'ingénierie qui est derrière le développement de communautés énergétiques, et de pouvoir créer, quand je dis de la valeur, très explicitement, des entreprises qui se créeront et qui pourront proposer ce type de solutions sur le territoire national et au-delà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de réagir sur un propos? Sinon, je passe aux questions de la salle. Juste un commentaire par rapport au projet de développement. Là, je pense qu'il y a une partie hydroélectrique qui peut aider aussi. Il y a la Savoureuse avec un certain nombre de seuils en microcentrale, et ça peut être une source de production d'électricité couplée éventuellement à de l'hydrogène en stockage. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Et le photovoltaïque à lui seul, surtout dans les contrées septentrionales de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a du soleil également à Belfort, et surtout l'été, mais voilà, Daniel Issel le disait, j'allais dire, les ajustements des mixtes doivent être faits également en fonction de la localisation géographique. Le micro-éolien, j'allais dire, en termes de sources décarbonées, est une solution également intéressante dans le mixte. Puisqu'on en est là, j'ai une petite centrale nucléaire en stock. Si jamais il y a besoin effectivement de compléments, je peux aussi m'intéresser à la question. Si on en est là aussi, je suis sur la liste. Très bien, si quelqu'un a envie de faire ses courses à la fin, vous savez où vous rendre. Ils seront disponibles au cocktail à la fin pour répondre à toutes vos questions et signer des bons de commande. Si vous avez un Doliprane. Et on va passer à un temps d'échange avec la salle. Est-ce que quelqu'un a une question? Merci. Alors, j'ai pas de Doliprane pour vous, mais une question. Vous nous avez parlé des petits réacteurs nucléaires. Donc moi je suis un ancien de General Electric dans les turbines à gaz, donc ça m'intéresserait de savoir quelle est la gamme de puissance de ces petits réacteurs nucléaires. Je savais que cette question allait arriver. Alors déjà, vous êtes un ancien, ça m'intéresse. Si vous voulez venir discuter avec moi pour qu'on puisse profiter de vos compétences sur le sujet, ça m'intéresse. Alors je vais vous faire une réponse à l'envers. Je ne peux pas tout vous dire malheureusement aujourd'hui, je vais encore une fois, je vais déflorer la confidentialité plutôt dans quelques semaines. Une des approches que l'on a aujourd'hui chez Next Engineering, c'est de se dire que si le marché, on va pouvoir l'atteindre en 2030, il faut qu'on construise l'objet commercial le plus tardivement possible pour être le mieux calé possible sur le marché. Ceci étant dit, ça veut dire que la gamme de puissance, on a aujourd'hui la capacité avec le partenaire avec qui on travaille,
de s'offrir le luxe d'attendre un petit peu pour fixer cette gamme de puissance, et on va pouvoir aller se confronter au marché pour aller fixer la gamme de puissance plus tard. Je vais quand même vous donner une fourchette, c'est entre 50 MW et 200 MW. Voilà, c'est une fourchette très large, mais à l'intérieur, moi-même, je ne sais pas vous dire quelle va être la puissance exacte, mais on a cette chance-là avec notre partenaire de pouvoir fixer ça un petit peu plus tard. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. C'est pas uniquement la vente de petites centrales, c'est aussi le recrutement. Vous êtes aussi ouvert au recrutement de toutes les personnes dans la salle. Aux recruteurs, effectivement, recrutement, investisseurs. Je suis très ouvert. Alors j'ai une question aussi pour Monsieur Maillard. Je suis aussi un ancien de General Electric. Sur cette 4e génération de centrales nucléaires, quelle est la maturité technologique du sujet ? Alors si je vous réponds en TRL, avec une bonne recherche Google, vous allez trouver qui est notre partenaire. C'est un partenaire qui travaille sur la question depuis plus de 5 ans et qui est reconnu dans la filière nucléaire au niveau mondial pour être en capacité de réaliser l'objet technologique dont on a besoin. J'essaye de ne pas en dire plus parce qu'ils ne sont pas nombreux et si vous creusez, vous allez tomber dessus. Alors c'est presque un secret de polichinelle, mais on attend de signer vraiment les partenariats et on va dire qu'on a un communiqué de presse commun à construire. Donc je ne déflore pas le sujet. Merci.